Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, je suis trop contente. Voilà, chose promise, chose due. Voilà, j'ai trouvé l'audio du livre La chèvre de ma mère, de Ricardo Kanyama, que j'avais recommandé avec la vidéo sur l'éducation financière. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vraiment prenez le temps d'écouter ce livre. Si vous voulez investir au pays, vraiment, que vous êtes sérieux que vous voulez vraiment investir, écoutez ce livre, ça va vous aider énormément pour pouvoir vraiment améliorer votre éducation financière et surtout vous encourager et également vous faire comprendre que même avec un petit rien, on peut vraiment aller plus loin si on s'en donne les moyens et si on s'éduque également. Donc, je vous laisse l'audio. Je vous encourage à l'écouter jusqu'au bout parce que vous allez voir qu'une fois que vous allez commencer, vous allez aller jusqu'au bout facilement parce que c'est juste une pépite. Et il y a d'autres auteurs que je ferai, je crois qu'une vidéo sur les différents auteurs à lire pour les entrepreneurs africains. Et vraiment, je vous encourage à aller jusqu'au bout de ce livre. Bon visionnage à vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos familles. À bientôt, au revoir. La chèvre de ma mère, le secret de la prospérité financière. Introduction du livre. Enseignant aux autres, j'ai fini par beaucoup apprendre sur les raisons pour lesquelles nombreux sont et demeurent pauvres malgré leurs efforts pour sortir de la misère. D'un côté, il y a l'illusion d'avoir été formé à l'école sur les finances personnelles, et de l'autre, le manque de fonds. Beaucoup ont des rêves et des projets valables, mais pas d'argent pour les concrétiser. Évidemment, que pouvez-vous vraiment faire dans ce monde d'aujourd'hui sans un sou en poche? Cependant, si les fonds sont nécessaires pour la concrétisation de nos projets, que faisons-nous pour les obtenir? Généralement rien du tout, sinon attendre passivement qu'ils tombent un beau jour de quelque part. Malheureusement, cela n'arrive jamais. D'ailleurs, d'où viendrait-il? J'ai rencontré de jeunes gens de moins de 30 ans qui espèrent des fonds pour réaliser leurs beaux rêves. Bon, ils sont encore jeunes. Si, à leur âge, ils ne les trouvent pas, ils se disent que ce sera peut-être le cas à la trentaine. Par un heureux hasard, ils obtiendront l'argent tant espéré. J'ai également côtoyé des trentenaires qui attendent patiemment des fonds depuis leurs 20 ans. Peut-être se disent-ils, si nous ne les trouvons pas maintenant, nous les trouverons à la quarantaine ou à la cinquantaine. Pourtant, j'ai aussi croisé des individus de 40 et 50 ans, pauvres et humiliés par leur situation, qui affirment que s'ils avaient eu des fonds, ils n'en seraient pas arrivés là. Ils ont attendu ces derniers durant toute leur vie, et les attendent encore aujourd'hui. Qui sait? Patientent-ils en vain, ou obtiendront-ils finalement cet argent, lorsqu'ils n'auront plus de force, pour entreprendre quoi que ce soit? Vraisemblablement, le malheur de nombreux vient du fait qu'ils attendent l'argent à vie. Ils ne comprennent pas qu'avant eux plusieurs ont fait de même, et ont achevé leur vie dans la pauvreté. En Afrique, j'ai rencontré des auditeurs qui affirment attendre des fonds de démarrage provenant de leur famille résidant en Europe. Et en Europe, lors de mes conférences et voyages, j'ai discuté avec des immigrés qui prévoient de rentrer en Afrique une fois l'argent reçu. C'est paradoxal. Et vous-même, cher lecteur, avez-vous besoin d'un capital pour vous lancer? L'attendez-vous aussi? Depuis combien de temps? 1, 5, 10, 15 ans? Patienterez-vous encore pendant combien de temps? De qui espérez-vous l'obtenir? Quant à moi, je fus l'une de ces personnes qui attendirent longtemps l'arrivée des fonds pour se lancer dans la vie. J'avais frappé à toutes les portes, celles de ma famille, des connaissances, des organismes, des banques et des structures gouvernementales, mais sans succès. À mes 28 ans, ils n'étaient toujours pas dans mes poches. C'est alors que je me fis cette réflexion. Comment devenir en partant de rien? Ce questionnement m'obligea à découvrir ce qui a permis à certaines personnes de devenir riches à partir de rien. Car lorsqu'il est question de devenir riche, certains principes sont incontournables. L'un des principes capitaux est celui que je traite dans ce livre intitulé La chèvre de ma mère. Il consiste à construire son capital avec les moyens du bord, dont on dispose plutôt que de l'attendre indéfiniment. Incrédule au départ, je me demandais comment se construire un patrimoine avec un revenu aussi faible qui est le mien. J'arrive à peine à joindre les deux bouts. En effet, à cette époque, je gagnais environ 7 $ par mois. Après un moment d'hésitation, repensant à l'histoire de la chèvre de ma mère, je me résolus aussitôt à appliquer le dit principe. Après un début difficile, je finis par construire petit à petit un capital. Et quelques années plus tard, à mes 35 ans, j'avais déjà un patrimoine de plus d'1 million de dollars américains. Pendant ce temps, beaucoup d'amis aînés continuaient à attendre des fonds malgré les années passant. La Bible ne dit-elle pas à celui qui a, on ajoutera, à celui qui n'a pas, on retranchera le peu qu'il devrait avoir? D'où, si vous n'avez rien, il y a beaucoup de chances qu'aucune banque ne vous fournisse les fonds que vous espérez. Mettez-vous à construire votre pécule, plus vous aurez d'argent, et plus vous aurez la chance d'en obtenir. Ce livre, essentiellement basé sur mon expérience personnelle de la prospérité et sur celle de plusieurs individus dont j'ai étudié le succès financier, va vous révéler le principe qui m'a permis de partir de strictement rien et de faire fortune. Son but est d'aider ceux qui désirent réussir leur vie financière en partant du néant. Grâce à des exemples et des illustrations diverses, ils pourront acquérir une connaissance pratique sur la nature du principe, la meilleure façon de l'appliquer, les difficultés qui peuvent surgir, et sur les stratégies pour les surmonter, jusqu'à générer d'heureux résultats concrets. La richesse financière. Il enseigne non seulement la manière d'obtenir l'argent, mais surtout de le garder, et de le faire fructifier. Comme vous le découvrirez, grâce au principe appris de la chèvre de ma mère, j'ai pu transformer ma vie de pauvre misérable en celle d'un millionnaire, et ce, en moins de 7 ans. Et comme la façon la plus rapide, et la plus universelle, pour réussir consiste à apprendre auprès de ceux qui ont réussi. Vous trouverez ici le point de départ vers votre propre richesse. Enfin, je vous prie, à votre tour, de bien vouloir raconter cette histoire simple de la chèvre de ma mère, à vos amis, parents, employés, et membres de votre église ou de votre communauté. Car je suis convaincu que tout le monde peut changer sa vie en connaissant, et en appliquant cette loi. Le plus grand bien que je peux faire aux autres n'est pas de leur distribuer ma fortune, mais de leur faire partager ce moyen simple, qui leur permettra de ne plus manquer d'argent comme le dit l'adage chinois. Mieux vaut apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt qu'à lui donner du poisson. Quand vous aurez fini la lecture de ce livre, revenez sur cette page, pour répondre à ces questions. Pouvez-vous aussi devenir riche?
Quel est le secret? Avez-vous compris le chemin qui mène vers la richesse? Êtes-vous prêt à appliquer ces principes? Première partie, pourquoi la chèvre de ma mère? 1. Voici l'histoire de la chèvre de ma mère. Mon père biologique était un homme très entreprenant. Lorsque je suis né, en 1979, il disposait d'une grande ferme contenant des plantations de café, des troupeaux de bœufs, des chèvres, des moutons et des volailles. Il était sans doute l'un des plus riches du village et de la contrée. Nous mangions de la viande à volonté, et notre vie était agréable. Mais, un beau jour, alors qu'il était à peine dans la quarantaine, et moi 600, il tomba malade. Son état de santé se détériora très vite et il décéda. Ce fut un certain jeudi saint de 1986. Il fut enterré le vendredi saint au soir, le village n'ayant pas de morgue pour garder le corps. Notre peine s'associa à celle de Jésus sur la croix. Notre vie bascula en une fraction de seconde juste après son enterrement. Car, selon la coutume en vigueur dans notre village perdu d'Afrique, les biens d'un homme n'appartiennent pas à ses enfants, mais à sa famille, et donc à son clan. Mes cousins paternels étaient, dès lors, des héritiers légitimes des avoirs de mon père, leur oncle. Ce système se nomme le matriarcat. Il est en vigueur dans certains coins du continent africain. Il s'agit vraisemblablement de la forme la plus primitive de l'organisation sociale. Mais, hélas, la tradition étant sacrée, qui pourrait la remettre en cause? Surtout pas ma mère qui avait grandi dedans. Nous devions donc quitter la maison paternelle, et laisser tous les biens, y compris nos lits en bois, et nos gobelets en plastique. Cependant, en signe de reconnaissance, et par pitié pour nous, on offrit généreusement à ma maman et à la coépouse de son mari, mon défunt père étant polygame, une chèvre à chacune. C'est de ce drame familial que naquit cette fameuse histoire de la chèvre de ma mère, qui me conduisit à construire mon propre capital à partir de petites économies. Mes auditeurs aiment souvent que je la leur raconte dans mes conférences. Par la suite, ils m'ont vivement encouragé à l'écrire sous forme de livre. C'est ce que j'ai fait, afin d'aider tous ceux qui cherchent à se lancer dans la vie sans argent, et qui n'ont pas l'occasion d'assister à mes conférences. Selon eux, cette analogie avec la chèvre de ma mère permet de mieux comprendre le secret grâce auquel je suis parti de strictement rien, et de bâtir une grande affaire me rendant millionnaire en 7 ans seulement. Nous nous mîmes alors en route vers le village de ma mère, situé à quelques 10 km de la ferme, laissant derrière nous cette dernière, avec ses plantations vertes de café, ses troupeaux et ses volailles. Ma mère rentrait ainsi au bercail, avec ses 5 enfants et une chèvre après avoir été mariée durant un quart de siècle, avec mon père qui nous avait laissés seuls face à une tradition impitoyable. Notre chèvre, attachée à une corde, marchait devant nous sous la direction d'un frère aîné du nom de Patrice. Une chèvre, oui, cette chèvre, c'était notre seul héritage, notre seule richesse. Notre vie en dépendait. Mais, en tant qu'enfants, nous étions trop jeunes pour comprendre pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là. Mais, route faisant vers le village de ma maman, les larmes incessantes qui coulaient continuellement sur ses joues nous laissaient entendre que ce voyage n'était pas une randonnée touristique. 2. Pourquoi la chèvre ne devrait-elle pas être tuée? Arrivés au village, nous dûmes faire face aussitôt à une vie très difficile sur tous les plans. Les habitudes, spécialement alimentaires, n'étaient plus les mêmes. Oui, la vie peut vraiment basculer, croyez-moi. Nous refusions ce nouveau régime alimentaire basé essentiellement sur des feuilles de manioc, de patates douces ou de courges, préférant notre viande habituelle. Dès lors, nous demandions quotidiennement, et avec insistance à maman de tuer la chèvre pour la manger. Notre mère souffrait terriblement de cette situation. Et pourtant, malgré ce fait, et nos incessantes supplications, elle refusait de commettre cet acte. Nous étions déçus de son comportement et la considérions comme méchante. Un beau soir du mois de mai 1986, elle nous réunit autour du feu de bois, et nous expliqua sa décision, les larmes aux yeux. « Je fais cela pour votre bien, car si nous ne mangeons pas cette chèvre immédiatement, nous pouvons espérer sortir de la situation actuelle. Mais si, par contre, nous la mangeons aussitôt, après cela nous ne pourrons plus jamais nous en sortir. Comme je n'aurai plus de quoi subvenir à vos besoins, en conséquence, vous allez mourir l'un après l'autre. » Sur quoi les aînés se mirent à pleurer, car ils avaient enfin pris conscience de la gravité de notre situation. Plus tard, j'appris que, dans la seconde situation, j'aurais été le premier à mourir, étant le plus jeune, et donc le plus fragile. Effrayés à l'idée que nous risquions notre vie, ils demandèrent à ma mère de ne pas la tuer. Dieu merci. On lui donna alors le nom de Musolioni, source de la vie. En évoquant ce souvenir, l'émotion me gagne. Musolioni, cette seule chèvre de laquelle dépendait toute notre vie, mangeait dans nos mains. Elle passait ses soirées accroupie, à côté de nous, autour du feu, au lieu d'être avec les autres chèvres du village, sentait l'affection et l'attention que toute la famille lui portait. La nuit, elle dormait à la porte de notre case en paille. Elle savait combien d'elle dépendaient nos vies. 3. Enfin, le miracle s'accomplit très vite. Musolioni, l'unique chèvre de laquelle dépendait tout notre avenir, commença à prendre du poids. Et un beau matin, à la grande surprise de toute la famille, le miracle surgit, et elle donna naissance à une petite jolie chèvre. Vous ne pouvez imaginer notre joie et notre excitation. Nous avions à présent 2 chèvres. Puis, quelques mois après, Musolioni mit encore bas, cette fois-ci de jumelles. Les chèvres ne sont pas, comme des vaches qui attendent plusieurs années pour se multiplier. La scène se répéta régulièrement. L'animal était décidé à nous sauver. Elle engendrait des jumeaux ou des triplés. Ces petits, à leur tour, procréèrent par une combinaison incroyable. Quelques années plus tard, la famille possédait un troupeau de chèvres et de boucs, qui nous servait pour tous nos besoins, tant en termes de scolarité que d'alimentation. Nous avions retrouvé notre situation d'avant la mort de notre père. 4. L'avenir sacrifié. Vous savez désormais ce qui s'est passé avec la chèvre de ma mère. D'elle est né un grand troupeau. Mais qu'en était-il de celle de ma belle-mère? Elle aussi s'était rendue au village de ses oncles, avec nos demi-frères orphelins, et leurs chèvres, pour mener une vie de souffrance. Confrontée à des difficultés d'alimentation, et à d'autres besoins urgents, elle se résolut à tuer, et à manger son animal sans trop attendre. Sa chèvre fut donc sacrifiée avant d'avoir une descendance, tout cela pour une satisfaction immédiate. Nous apprîmes la nouvelle un beau jour, lorsqu'elle nous rendit visite au village de ma mère. Entre parenthèses, je tiens à vous préciser que ces 2 femmes étaient en réalité des rivales, comme l'on dit aujourd'hui, même si nous pensions qu'elles étaient des sœurs, l'aînée et la cadette. D'une même famille tellement, elles paraissaient s'entendre merveilleusement bien. Je me demandais comment mon père avait réussi un tel exploit. Notre belle-mère nous avoua qu'elle n'en pouvait plus de voir pleurer ses enfants qui réclamaient de la viande. Elle était très étonnée, lorsqu'elle constata que nous possédions un grand troupeau de chèvres. Elle prit conscience qu'en sacrifiant son animal, elle avait ainsi choisi la satisfaction immédiate aux dépens d'un avenir heureux. 5. De nouveaux maîtres, et l'extermination des chèvres. Alors que de Musolioni naquit un grand troupeau, qu'en était-il des nombreuses chèvres de nos cousins? Le troupeau avait-il doublé ou triplé? Rien du tout. Ces derniers les avaient exterminés, tout comme leurs bœufs, les moutons et leurs volailles, dans un espace de temps relativement court.
Que voulez-vous? Il est difficile, dit-on, de bien administrer les biens non acquis par ses propres efforts. Ce fut le cas pour nos cousins qui se retrouvèrent, du jour au lendemain, maîtres de l'héritage de leur oncle, mon père. Contrairement à ce dernier qui était éleveur, eux étaient fils biologiques de chasseurs. Dès lors, ils tuèrent le bétail de leur défunt oncle, comme leur père abattait les antilopes dans la forêt. Par cette pratique, ils vidèrent toute la ferme de ses troupeaux. Un jour, alors que j'avais 10 ans, ma mère, mes frères et moi visitâmes l'exploitation. Il n'y avait plus aucune chèvre ni aucun mouton. Nous fûmes très étonnés. Et comme j'étais encore trop jeune, pour savoir me taire, je demandai au responsable la raison de l'absence des animaux. Un peu embêté, il me répondit les avoir éliminés au profit des champs de manioc. Je savais que cette raison n'était pas la bonne, le travail dans les champs de manioc étant réservé aux plus démunis du village, qui ne pouvaient s'acheter les chèvres. Mais ayant exterminé le bétail, ils n'avaient plus de choix que de survivre avec le champ. Cette situation rappelle Adam et Ève. Après avoir péché, ils perdirent la gloire, et furent forcés de faire le champ. Ceux qui héritent de richesses sont souvent pressés de les dépenser. Ils pensent à tort, comme le bonhomme Richard de Benjamin Franklin. Que ferait une si petite dépense devant cette grande fortune? Mais à force de puiser l'eau du puits sans rien y mettre, on finira par voir le fond. Quand le puits est vide, c'est alors que l'on connaît le prix de l'eau. C'est ce qui se passa avec nos cousins. Ainsi finit l'histoire de la chèvre de ma mère. D'elle naquit un grand troupeau. Celle de notre belle-mère fut dévorée sans descendance. Quant au troupeau de mes cousins, ils furent exterminés pour satisfaire leurs besoins immédiats. 6. Pourquoi ai-je écrit la chèvre de ma mère? Ma maman n'a jamais fréquenté l'école, même pas le niveau primaire. En ce 21e siècle, elle ne sait malheureusement pas lire l'heure. Pourtant, j'ai appris d'elle une grande leçon sur la richesse et l'enrichissement, qui me permit de partir de strictement rien, et de devenir un grand homme d'affaires. Ma réussite est l'un des sujets principaux de mes conférences, coaching, cours, ou séminaires sur le succès financier personnel. Lorsque je parcours le monde, pour donner mes enseignements, je constate que les gens sont d'abord sceptiques. Victimes d'une idéologie coloniale selon laquelle il n'est pas bon de vouloir devenir riche, nombreux ne peuvent plus se libérer de cette croyance. Pour eux, avoir beaucoup d'argent, c'est un péché. Mais, après mes interventions, nombreux sont ceux qui finissent par comprendre qu'il n'y a pas de mal à vouloir avoir plus. Alors renaissent en eux le désir de réussir, et un intérêt pour le succès financier. C'est alors qu'ils me demandent s'ils peuvent, eux aussi, au vu de leurs circonstances difficiles, espérer réussir comme moi. Ce à quoi j'ai toujours répondu énergiquement, oui. Fermez les guillemets, selon moi, il est possible, et restera toujours possible pour quiconque, voudrait réussir à faire non seulement comme moi, mais aussi voire plus, s'il applique les principes que j'avais moi-même aussi appliqués pour résoudre mon problème. Ils se demandent presque toujours comment ils peuvent y parvenir alors qu'ils n'ont pas de fonds pour commencer. Plusieurs ont des idées géniales, mais pas d'argent. Je leur raconte alors l'histoire de la chèvre de ma mère. Une analogie qui prouve que la réussite reste envisageable et accessible. Dieu merci, car partant de cette histoire, nombreux avouent parvenir à une bonne compréhension du principe de la création des richesses, et finissent par se convaincre qu'ils peuvent aussi prendre leurs avenirs en main. De même, vous, lecteur de cet ouvrage, s'il y a, en votre fort intérieur, un réel désir de réussir, et si le manque de fonds vous freine, cette expérience peut vous aider. Premièrement, à comprendre la loi à laquelle obéit inconditionnellement la richesse. Et deuxièmement, à en faire la meilleure application possible, afin de transformer votre avenir financier. La simplicité de l'histoire de la chèvre de ma mère devrait vous convaincre que vous pouvez vous aussi devenir riche, quelle que soit votre situation actuelle. En effet, cette sagesse simple contient un secret puissant qui peut transformer le destin de ceux qui la comprennent et l'appliquent. Il est ce principe de base par lequel toutes les grandes fortunes auprès desquelles recourent nos gouvernements avaient été construites avant le XVIIIe siècle. 7. L'expérience de mon échec, un diplôme pour rien. Je suis d'une génération qui a grandi avec l'illusion selon laquelle à l'école, on nous apprenait comment réussir financièrement. Nos parents ne nous apprenaient que cela. Va à l'école, si tu veux devenir quelqu'un, si tu obtiens un bon diplôme, tu gagneras bien ta vie. D'ailleurs, la majorité de nos revenus provenant des chèvres fut investie dans mes études. Je fus le premier de toute la famille à fréquenter l'université. Mes études achevées, j'étais convaincu que j'étais bien formé pour travailler et devenir riche. Mais je fus confronté à un problème de taille. Je ne trouvais aucun emploi valable, avec mon diplôme de philosophie. 3 ans après mes études, je travaillais dur, car je voulais réussir, mais ne gagnais mensuellement que l'équivalent de $15. Le temps avait changé, nous étions en période de chômage. Le seul fait d'être titulaire d'un diplôme n'ouvrait plus automatiquement les portes aux bons emplois. Pour la première fois dans l'histoire de nos jeunes nations, on dénombrait plus de diplômés que d'emplois disponibles. S'il y avait des chômeurs parmi les juristes, les ingénieurs et les économistes, nous autres, philosophes, n'avions rien à espérer. C'était une branche qui ne payait pas. Je l'avais suivi faute de mieux, car c'était la faveur que les missionnaires me faisaient dans l'espoir que je pouvais devenir prêtre. À 28 ans, je pris conscience que mon rêve de réussite ne se réaliserait peut-être jamais, d'autant plus que le diplôme universitaire pour lequel j'avais consacré toute ma jeunesse n'était plus la garantie d'un succès. C'était un papier sans valeur. Je craignais d'entrer dans la trentaine sans avoir fondé une famille, et sans être capable de me prendre en charge, ainsi que ma maman, qui m'avait élevé grâce à sa chèvre. J'étais terrifié et préoccupé. Voulant absolument réussir, je tentais de toutes mes forces de trouver un travail, mais en vain. Puis, je cherchais une bourse, pour sortir du pays, et parfaire mes études, espérant ainsi qu'un diplôme m'aiderait à réussir. Mais les portes des bourses étaient hermétiquement fermées. J'élaborais plusieurs projets intéressants, et me mis à la quête d'un financement. Là aussi, sans résultat. Après plusieurs vaines tentatives pour gagner davantage, ma situation devenait de plus en plus précaire. Je pense que vous êtes déjà passé par ce moment, où la vie paraît sans issue. Je ne voyais vraiment pas gagner ma vie sans un bon emploi. C'est alors que je réfléchis pour la première fois en ces termes. Comment ma mère qui n'avait pas été à l'école, avait-elle réussi de nous élever tant bien que mal? Mais moi malgré mon diplôme, je ne suis même pas à mesure de me prendre en charge. Lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, peut-on espérer réussir malgré tout? Comment trouver des fonds de départ pour se lancer dans une affaire? À ces questions, toutes les leçons apprises à l'école semblaient inefficaces. Vous ne me croyez peut-être pas maintenant, mais, un jour, vous me donnerez raison. L'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. Même si nous voyons aujourd'hui en Afrique que des millions de gens qui sont sortis de l'école conventionnelle ne sortent pas de la pauvreté, personne n'a le courage de remettre une certaine conception en cause. Réussir financièrement semble être le plus grand défi de la majorité des Africains même parmi les plus diplômés. Même si certains inconscients continuent à répéter machinalement que l'argent est la source de tous les maux. Je pense que c'est le contraire.
C'est la pauvreté qui est la source de beaucoup de difficultés. Et notre continent en est la preuve. Ne trouvant aucune réponse satisfaisante à mes questions, je me posais une autre interrogation. Comment ma mère, illettrée, est-elle parvenue à nous élever, alors que moi, avec un important diplôme, je n'arrive à rien du tout? 8. Le secret de ma mère. Une question bien posée peut contenir une bonne partie de la réponse. C'est grâce à la réflexion suscitée par ce questionnement qu'un jour je parvins à établir le parallélisme entre la chèvre de ma mère au village et les billets de banque en ville. Je finis par comprendre que ces derniers n'étaient qu'une représentation de nos chèvres au village. La chèvre était le capital, la richesse, l'argent de ma mère. Dans la ville où je vivais, une chèvre coûtait $50. Je résolus de ne plus suivre la voie classique vers la réussite qui consistait à chercher indéfiniment un travail qu'on ne trouvait jamais, ou à attendre désespérément un crédit pour un capital de départ dans les affaires, alors qu'une banque digne de ce nom n'en octroyait pas à ceux qui commençaient. Je tiens à rappeler que dans beaucoup de pays d'Afrique, comme là où j'ai vécu, la banque ne peut vous octroyer un crédit que si vous arrivez à présenter des garanties en immobilier équivalent au montant que vous sollicitez. N'est-ce pas une manière de condamner le pauvre à jamais à la pauvreté? Comment quelqu'un qui ne gagne même pas de quoi construire une maison peut-il présenter la garantie d'une maison? C'est bien cela le paradoxe. 9. Comment cette histoire a changé ma vie? Par analogie à la chèvre de ma mère, je compris que chaque fois que j'avais un billet de $50, je possédais moi aussi une chèvre. De même, lorsque je dépensais une telle somme pour une satisfaction immédiate, cela équivalait à tuer la bête, et à mettre fin à toute la descendance qu'elle pouvait m'offrir à long terme, comme l'avait fait ma belle-mère. Je compris que, comme avec ma mère, je devrais garder le billet de $50 et le faire fructifier. Mais le problème, c'est que je ne le possédais pas. Je me fixais l'objectif d'atteindre d'abord $50, l'équivalent d'une chèvre. Mais, avec mon revenu mensuel de $15, je ne pouvais, malgré mes sacrifices, économiser plus que $10 par mois. Il me fallait donc attendre 5 longs mois pour réunir cette somme. À cette époque, je fis des recherches approfondies sur les lois de la richesse financière et de l'enrichissement. Je ne découvris rien d'autre que cette loi de l'épargne, épargner au moins 1 sur 10 de tout ce que l'on gagne pour parvenir à l'autonomie financière. Bien que ne croyant pas trop à ce principe, je pris la résolution de l'expérimenter. Heureusement pour moi, le miracle s'accomplit en moins de 3 mois. Avec un ami, j'aidais un aîné à faire ses courses. Pour nous remercier, il nous gratifia chacun de $30. Ce soir-là, je me retrouvais avec $50, soit l'équivalent de la chèvre de ma mère. J'étais très content, revivant en quelque sorte cette histoire d'enfance. Mon collègue agit exactement comme ma belle-mère, c'est-à-dire qu'il dépensa l'argent, achetant des habits, pour assister à une fête de fin de semaine. Quant à moi, j'imitais ma mère, prenant la décision de ne pas tuer la seule chèvre que j'avais dans l'espoir qu'elle procrée. En vérité, devenir riche n'a pas uniquement à voir avec la quantité d'argent qu'on gagne, mais surtout avec ce qu'on fait avec son argent gagné. Dans notre façon d'utiliser l'argent, nous ressemblons toujours à l'une de ces 3 catégories des gens. Ma belle-mère représente toutes ces personnes qui gagnent de faibles revenus et qui malheureusement les utilisent uniquement pour les dépenses de consommation et trouvent que ce qu'ils gagnent est tellement insuffisant qu'il n'est pas question d'économiser. Ce sont ceux qui tuent leur seule chèvre, ils sont condamnés à rester pauvres pour le reste de la vie. Les cousins représentent ceux de la classe moyenne. Ceux qui gagnent des revenus élevés, mais qui ont un standing de vie tellement élevé au point qu'ils gaspillent tous leurs revenus dans la consommation. Voyages, voitures, habits, etc. Ce sont ceux qui tuent leur troupeau de chèvres et n'économisent rien. Ma mère représente ces personnes qui parfois gagnent de très faibles revenus, mais qui, dans leur sagesse, font le sacrifice d'économiser une partie de ces revenus dans l'objectif de constituer un capital d'investissement. Elles connaissent la loi de la prospérité financière. Un troupeau peut naître d'une seule chèvre. 10. L'argent peut-il se multiplier? Le problème qui se posait était de savoir comment faire fructifier les $50. La chèvre enfantait naturellement. On ne pouvait que la nourrir et attendre le miracle de la vie. Le billet de $50, qui équivalait à la chèvre, ne pouvait pas se multiplier soi-même. Alors, je lis la suite de la loi de la prospérité financière après l'économie. Parvenir à bien investir ces économies afin de générer des intérêts. Je me fixais alors l'objectif d'atteindre $400, soit l'équivalent d'un troupeau de 8 chèvres. J'avais prévu de rendre toutes sortes de petits services pour gagner cet argent. Malgré quelques difficultés au début, je finis à force de travail et d'économie à réunir les $400, et ce, en moins de temps que prévu. J'avais ainsi compris l'autre principe du succès, avoir des objectifs élevés et des plans pour les atteindre. Je voulais doubler mes fonds, mais ayant saisi que l'objectif devait être conséquent, je me fixais comme but de rassembler $3500 en une année. Comme j'étais déjà bien rodé en matière d'économie et de débrouillardise, je parvins à cet objectif avant 12 mois. Cette somme, j'aurais pu l'utiliser pour meubler ma maison, me payer une voiture, ou bien des vêtements. Mais, étant donné qu'elle représentait le troupeau des chèvres de ma mère, je ne voulais pas la dépenser. Je déménageais dans une autre ville. Le coût de la vie étant de loin plus élevé, une chèvre valait $100 au lieu de $50. J'en conclus que mon capital équivalait à 35 chèvres. Je ne pouvais donc pas me sentir pauvre. C'est ainsi que j'ai commencé dans les affaires. Dans les pages qui suivent, je vais vous faire part de ces principes qui m'ont permis de passer de $15 à $50, de $50 à $400, de $400 à $3500, puis de $3500 au million. Si vous pouvez donc espérer obtenir un billet de $50 ou de $100 selon le prix de la chèvre dans votre milieu de vie, alors vous avez la chance vous aussi de vous enrichir comme moi, à condition de respecter le principe de l'épargne et de suivre les astuces et stratégies que j'expose dans ce livre. En résumé, la prospérité répond à une loi naturelle, celle de l'épargne et de l'investissement. De même qu'un troupeau de chèvres naquit d'une seule chèvre bien gardée, vous pouvez aussi devenir riche progressivement si vous économisez et investissez une partie de votre présent revenu. Cela est une responsabilité personnelle. N'attendez ni le gouvernement ni personne d'autre pour le faire à votre place. Un avenir riche se crée par l'application de la sagesse financière. Deuxième partie, les escaliers vers la richesse. Voir les choses avec les yeux de la réalité. Êtes-vous dans la campagne ou en ville? Qu'importe. J'aimerais vous parler d'un fait pathétique. Je suis né dans un village perdu d'Afrique, où j'ai passé ma jeunesse avant d'arriver un jour en ville. Au village, tout ne se paie pas avec l'argent. L'eau est puisée directement à la source et la nourriture vient essentiellement de la forêt ou de la terre. Le logement est construit avec des matériaux gracieusement coupés dans les forêts. On se déplace généralement à pied. Néanmoins, on achète certains articles comme des vêtements, des allumettes, des bougies, des médicaments, etc.
Quand j'étais au village, je pensais qu'en ville, les choses étaient différentes, que tout était disponible et gratuit, que l'argent tombait des arbres, que les pains étaient distribués par le gouvernement. Mais, une fois sur place, je fus surpris de constater que mes idées étaient bien loin de la réalité. En ville, la situation est bien pire. On paie presque tout, même l'eau, pour boire ou se laver. Quand les parents rentraient de leur travail, ils rapportaient à leurs enfants du pain, du lait, du sucre. L'eau et le courant étaient sans cesse disponibles. Les enfants de mon âge né en ville semblaient ne pas se préoccuper de la source de leur argent. Je me dis qu'il existait certainement quelque part un arbre d'où tombaient des billets de banque. C'est alors que je me mis à sa recherche. Mais, hélas, sans succès. Par ailleurs, je constatais que, contrairement au village où tout le monde avait presque le même niveau de vie, en ville, certains étaient des riches et d'autres pauvres, voire très pauvres. Les différences sociales étaient très importantes et visibles. Cependant, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, tous dépensent toujours d'une manière ou d'une autre pour vivre. Certains sont nés pauvres, vivent pauvres et meurent pauvres. D'autres sont nés riches, vivent riches et meurent riches. D'autres encore sont nés riches, puis sont devenus pauvres. D'autres, enfin, sont nés pauvres, puis sont devenus riches. Dans ce livre, nous évoquons cette dernière possibilité. Comment, en étant pauvre aujourd'hui, devenir riche demain? Cela est très simple, dès lors que vous comprenez ces différents niveaux de vie, et ce qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Pour mieux comprendre cette section, je vous invite à rentrer régulièrement à la page précédente pour bien observer l'illustration des escaliers de la pauvreté vers la richesse. L'objectif de ce livre est de vous faire prendre conscience de l'existence de ces différences entre riches et pauvres, et surtout vous aider à gravir les marches vers la richesse financière. 1. Qu'est-ce qu'un pauvre? Dans la vie existent deux catégories d'hommes, les pauvres ou les esclaves et les riches ou les maîtres. Soit vous êtes dominé par l'argent, soit vous dominez ce dernier. Prenez-en conscience. Le pauvre est donc celui qui est dominé par l'argent. Ce dernier est son maître. Dans ce cas, il travaille dur pour lui. Mais il n'en a jamais assez pour subvenir à ses besoins. Quelle que soit leur race, leur âge ou leur pays de résidence, tous les pauvres ont un point en commun. Ils sont soumis à l'argent, et ils ont certaines habitudes. Le riche, quant à lui, est celui qui domine l'argent. Qu'il travaille ou non, il a toujours suffisamment d'argent pour vivre. Il n'est donc pas obligé d'avoir un job classique. Généralement, c'est l'argent qui travaille pour lui. Les riches sont les maîtres de l'argent. Et cela grâce à certaines habitudes incontournables. Selon que vous avez des habitudes financières appropriées ou pas, vous serez riche ou pauvre. La pauvreté et la richesse sont deux notions relatives, qui n'ont pas uniquement à voir avec la quantité d'argent, mais avec certaines habitudes financières. Être pauvre aujourd'hui ne signifie pas que l'on va le rester jusqu'à sa mort. De même qu'un esclave peut acheter sa liberté, vivre d'une certaine manière peut conduire à la richesse financière. À première catégorie, les pauvres chroniques. Ceux qui dépensent plus que ceux qu'ils gagnent. C'est la catégorie des plus pauvres, des malheureux ou des maudits, le degré le plus élevé de l'esclavagisme à l'argent. Ce dernier contrôle totalement l'individu. Sur l'image, ce sont ceux qui sont en bas de l'échelle. Formule, revenu égal, dépenses. Conséquences, dette, crédit, mendicité, vol, escroquerie, dépendance, etc. Dans cette catégorie se trouvent les enfants et tous les adultes qui dépensent plus que ceux qu'ils produisent. Exemple, vos revenus mensuels atteignent 1000 $, et vous êtes contraint de dépenser au-delà de cette somme dans le mois. Vous vous situez dans la catégorie des pauvres. Habitudes financières. Ces personnes ont l'habitude de dépenser plus que ce qu'elles gagnent. Elles ont recours à des prêts, à des avances sur salaire, à des crédits ou à la mendicité. Certaines iront même jusqu'à tromper, voler, ou escroquer pour tenter d'avoir plus, et satisfaire leurs besoins de consommation. Vérité à savoir, tant que vous avez tendance, et l'habitude de dépenser plus que ce que vous gagnez, vous êtes et resterez esclave de l'argent qu'importe votre revenu. Pour renverser cette situation, il vous faut décider de changer cette mauvaise mentalité et habitude. Décision à prendre, pour gravir les escaliers vers le succès financier, pour passer de cette étape à la suivante, il faut qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne plus jamais dépenser plus que ce que vous gagnez, quelles que soient les pressions que vous subissez. Sujet à réflexion, imaginez que vous n'êtes plus un enfant, que vous avez plus de 18 ans. Si vous pensez logique de dépenser plus que ce que vous gagnez, alors dites-moi qui doit vous fournir le surplus qu'il vous manque. Et si quelqu'un vous le donne aujourd'hui, continuera-t-il à le faire jusqu'à votre vieillesse? Un proverbe africain dit « Le coq est sage, parce qu'il ne tente jamais d'avaler une nourriture plus grosse que son gosier ». Le coq n'est pas plus sage que vous, n'est-ce pas? Alors, faites comme lui, ne dépensez jamais plus que ce que vous possédez. Car, c'est par cette mauvaise habitude de vouloir dépenser plus que ce qu'on gagne que des millions de personnes sont clouées à la pauvreté. Conséquence à moyen et long terme, quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par devenir de plus en plus pauvres. Quand bien même leurs revenus augmentent, leurs dépenses accroissent aussi, et restent toujours plus importantes que leurs revenus. Ils n'ont pas de capital, et ne font rien pour s'en constituer un. Ils attendent et attendront jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de décider de quitter ce style de vie au risque de compromettre votre avenir. Mais deuxième catégorie, les pauvres équilibrés. Ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent. C'est aussi une catégorie de pauvres, de malheureux ou de maudits, qui sont contrôlés par l'argent, mais le degré d'esclavagisme ici est moins élevé que le précédent. C'est le deuxième escalier sur nos escaliers vers la richesse. Formule, revenu égal, dépenses immédiates. Conséquence, pas de dette, pas de crédit, pas d'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui dépensent tout ce qu'ils produisent. Exemple, reprenons l'exemple plus haut. Vos revenus mensuels atteignent 1000 $, et vous êtes contraint de dépenser l'intégralité de cette somme dans le mois. Vous faites partie de la catégorie des pauvres. Bien qu'à présent, vous n'ayez pas de dette, d'avance sur salaire, ou de crédit bancaire, vous restez tout de même exposé à en avoir un jour. Habitudes financières. Ceux qui sont dans cette catégorie ont l'habitude de dépenser tout ce qu'ils gagnent. Ils n'ont pas forcément recours à des prêts, à des avances sur salaire, à des crédits ou à la mendicité. Ils se contentent, en général, de ce qu'ils ont. C'est déjà mieux, par rapport à la première catégorie. Mais avec une telle mentalité, la personne est condamnée à rester dans la pauvreté toute sa vie. Vérité à savoir, tant que vous avez la mentalité et l'habitude de dépenser tout ce que vous gagnez, vous êtes et resterez esclave d'argent, et il est votre maître. Pour renverser cette situation, il vous faut décider de changer cette mauvaise mentalité ou habitude, et de garder une partie de vos revenus pour investir. Décision à prendre, pour passer de cette étape à la suivante, il est nécessaire qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne plus jamais dépenser la totalité de vos revenus, quelles que soient les pressions. Gardez au contraire une partie de votre argent, pour construire un capital qui sauvera votre avenir de la pauvreté. Sujet à réflexion, imaginez que vous n'êtes plus un enfant, que vous avez plus de 18 ans.
Si vous pensez logique de dépenser tout ce que vous gagnez, qu'arrivera-t-il de vous si vous perdez brusquement votre travail? Regardez les fourmis. En été, elles cherchent leur nourriture et en gardent une partie pour l'hiver. Elles ne commettent pas la bêtise de tout manger dès la récolte. Les fourmis ne sont pas plus sages que vous, n'est-ce pas? Alors, faites comme elles, ne dépensez jamais l'intégralité de ce que vous possédez. Conséquence à moyen et long terme. Quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par devenir de plus en plus pauvres. Quand bien même leurs revenus augmentent, leurs dépenses s'accroissent aussi en proportion égale. Ils n'ont pas non plus de capital et ne font rien pour le construire. Ils attendent et attendront jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de décider de quitter ce style de vie au risque de compromettre votre avenir. Sortir de la pauvreté et devenir riche commence par cette prise de conscience. C'est troisième catégorie, les pauvres moyens, ceux qui ne dépensent pas tout ce qu'ils gagnent, ceux qui épargnent une partie de leurs revenus pour dépenser plus tard. Ils économisent pour un problème spécifique. Ce sont aussi des pauvres, mais ils sont plus avisés que les autres. Leur degré d'esclavagisme à l'argent est moins grave. Celui-ci a moins de pouvoir sur eux, ils ne les contrôlent que partiellement. C'est le troisième escalier sur notre illustration. Situation immédiate, revenu égal, dépense plus économie. Conséquence, une réserve d'argent, l'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui économisent pour dépenser plus tard. Situation à moyen et long terme, revenu égal, dépense. Conséquence, pas de dette, pas de fonds, plus d'économie pour l'avenir. Dans cette catégorie se trouvent des adultes qui économisent pour dépenser plus tard. Exemple, revenons à notre exemple d'un salaire mensuel de 1000 $. Si vous décidez d'utiliser la moitié et d'épargner l'autre moitié, dans le but de vous payer une voiture, après 2 ans d'économie, vous aurez accumulé 12 000 $ et pourrez effectuer cet achat. Vérité à savoir, tant que vous économiserez une partie de vos revenus pour acquérir un bien précis, vous obtiendrez ce que vous poursuivez. Toutefois, vous resterez pauvre. Vous serez stable dans la vie, mais vous ne serez pas riche. Si vous voulez devenir riche un jour, il vous faut décider d'économiser non seulement pour une voiture ou une maison, mais avant tout pour vous construire un fonds d'investissement. Décision à prendre, l'étape suivante, c'est celle des riches. Pour y accéder, il faut qu'un jour vous preniez la décision courageuse de ne pas seulement économiser pour des biens de consommation, voitures, maisons, voyages, habits, mais aussi dans l'objectif de construire un fonds d'investissement. Sujet à réflexion, une voiture, c'est bien. Une maison, c'est encore mieux. Mais c'est toujours la pauvreté. On n'est pas riche, car on a une maison ou une voiture. Les vrais riches sont ceux dont l'argent travaille. Si vous n'économisez que pour la maison ou la voiture, pensez-vous que ces biens vous rendront riche un jour? Si vous voulez atteindre le cap des riches, alors le premier pas consiste à épargner dans le but de vous doter d'un fonds d'investissement. Conséquences à moyen et long terme, quel que soit le niveau actuel de cette catégorie, ceux qui agissent ainsi finissent par demeurer pauvres à la fin de leur vie. C'est souvent le cas des retraités. Après avoir acheté une voiture et construit une maison, ils n'ont souvent plus beaucoup de moyens pour se prendre en charge durant leur vieillesse. Cette catégorie non plus n'a pas de capital, et ne fait rien pour le construire. Ces individus attendent et attendront indéfiniment, jusqu'à la mort des fonds pour se lancer un jour. Faites bien votre inventaire. Si vous faites partie de cette catégorie, il est temps de vous décider à en sortir, et de passer à l'étape suivante pour ainsi devenir riche. Tout celui qui dépense tout son revenu actuel dans la consommation, et n'en épargne pas au moins 10%, ressemble à celui qui tue sa seule chèvre, et par là perd toute possibilité d'en obtenir un troupeau. Voici 2 réflexions qui peuvent vous aider. 1. Si vous aviez épargné 10% de tout ce que vous aviez gagné dans les 10 dernières années, n'alliez-vous pas disposer d'un bon capital aujourd'hui? 2. Si vous ne décidez pas de changer aujourd'hui même, aimeriez-vous vous retrouver sans rien dans les 10 prochaines années? Des quatrième catégorie, les riches. Les riches sont différents, mais ont des points communs. Ils ne dépensent jamais l'intégralité de ce qu'ils gagnent dans les biens ou services de consommation, n'épargnent pas uniquement une partie de leurs revenus, pour dépenser plus tard et pas seulement pour un but spécifique, comme payer une voiture ou une maison. Ils économisent au moins 10% de leurs revenus, pour construire leur fonds d'investissement. C'est ici que commence la catégorie des bénis, des self-made men, en français, ceux qui s'enrichissent en partant de strictement rien, des riches, des hommes libres qui dominent l'argent. Cette habitude sacro-sainte des riches est la base même de la création et de l'augmentation de leur richesse. Situation permanente, revenu égal, dépense plus 10% d'épargne et d'investissement. Conséquence, on dispose désormais d'un fonds d'investissement. C'est à partir d'ici que commence la phase de la richesse. Exemple, revenons à notre exemple d'un salaire mensuel de 1000 $. Vous décidez d'utiliser la moitié et d'épargner l'autre moitié dans le but de vous construire un fonds d'investissement. Remarquez que la différence entre la troisième et la quatrième catégorie se trouve uniquement dans l'objectif de l'épargne. Après 2 ans d'économie, vous aurez accumulé 12 000 $, somme que vous investirez dans un commerce qui rapporte des intérêts. C'est cela que l'on appelle être riche. Avoir un fonds qui travaille pour soi. Vérité à savoir, vous deviendrez riche le jour où vous économiserez dans l'objectif de vous construire un fonds d'investissement. Les riches sont ceux qui ont des sources, qui leur produisent de l'argent, qu'ils travaillent encore ou non. Économiser pour se construire un fonds d'investissement est le premier pas vers la richesse. C'est le plus grand secret pour parvenir à l'indépendance financière. Décision à prendre, si vous voulez devenir riche, ou bien si vous l'êtes déjà, mais que vous voulez l'être encore plus, commencez à économiser dans le seul but de vous construire un capital d'investissement. Sujet à réflexion, 80% des millionnaires américains ne sont pas nés riches. Ils le sont devenus. Moi-même je suis parti d'une extrême pauvreté. Tous les riches, grands ou petits, ont quelque chose en commun. Leur fonds travaille pour eux. Et ceux-ci doivent se construire avec les moyens à disposition. Avez-vous déjà vu un riche sans denier? Pensez-y, un fonds d'investissement peut se construire. L'argent appelle l'argent. Les pauvres deviennent plus pauvres, les riches deviennent plus riches simplement par l'application ou non de ce principe. En effet, à celui qui a, on donnera, mais à celui qui n'a pas, on retirera le peu qu'il devrait avoir. C'est une loi immuable qui s'applique dans le domaine financier. Conséquence à moyen et long terme, même si les revenus actuels sont faibles par rapport au coût de la vie, ceux qui s'emploient à construire leur fonds d'investissement en économisant au moins 10% de leurs revenus finiront par devenir riches. Font partie de cette catégorie ceux que nous admirons. Ils n'avaient pas de fonds, mais, un jour, ils se sont mis à l'œuvre et la nature est venue à leur secours. Un conseil, si vous rêvez de devenir riche un jour, vous devez cultiver l'habitude d'économiser pour un fonds d'investissement, et vous en tenir à cette habitude, jusqu'à la mort. Devenir riche ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on gagne aujourd'hui, mais de la gestion que l'on fait du peu perçu. Dans toute la suite de ce livre, il sera question de la manière d'économiser pour obtenir sa propre chèvre, ou son fonds d'investissement.
Puis, nous étudierons comment faire fructifier son capital tout en évitant sa perte. Mais avant cela, j'aimerais insister sur l'importance de l'intelligence financière. Intelligence financière africaine. Aujourd'hui, nous avons des individus académiquement bien formés, mais financièrement analphabètes. C'est la raison principale pour laquelle la grande majorité des personnes formées dans nos écoles réussissent professionnellement, mais échouent sur le plan des finances personnelles. Leur analphabétisme financier se manifeste souvent par l'incapacité de distinguer un actif d'un passif dans la vie financière personnelle. Et pour rendre cette intelligence financière simple pour les Africains, j'aimerais leur en parler en termes des chèvres. Un actif, c'est la chèvre. C'est une transaction qui garde votre richesse et où l'augmente avec le temps. Un exemple, c'est lorsque vous épargnez votre argent et l'investissez, ou lorsque vous payez un bien immobilier que vous pouvez revendre un jour plus cher. Dans votre revenu, la chèvre c'est au moins le 10% qui doit être retenu pour l'investissement. Un passif, c'est un bouc. C'est une transaction qui diminue votre richesse au fil de temps, ou qui la tue simplement. C'est moins de 90% de vos revenus qui doivent être destinés à la consommation et satisfaction de vos besoins. J'en parle en détail dans le dernier chapitre. Lorsque vous dépensez la totalité de votre revenu ou richesse pour la consommation, vous comblez un désir quelconque, mais vous tuez votre chèvre. C'est cette décision qui vous rend pauvre, et vous maintient dans la pauvreté. Le premier exemple, c'est lorsque vous décidez d'acheter une veste qui coûte 1600 $ juste, pour paraître plus riche, alors que vous n'avez aucune épargne d'investissement. Pire encore, lorsque vous achetez une voiture pour le déplacement personnel, vous échangez votre richesse contre quelque chose qui va 1. Perdre de la valeur avec le temps. Si cette voiture vous coûte 10 $ aujourd'hui, dans les 10 prochaines années, elle vaudra moins de 2000 $. 2. Engloutir votre richesse avec le temps. En plus du fait que ce bien va se déprécier avec le temps, mais il va toujours puiser dans votre caisse pour vivre avec. Vous devez dépenser pour le carburant, les réparations, les assurances, les taxes, etc. Dès lors, l'achat de cette voiture n'a pas simplement tué votre première chèvre, mais va continuer à tuer toutes les autres chèvres que la vie vous donnera. L'Africain traditionnel versus l'Africain occidentalisé. Sur le plan des richesses, nos ancêtres avaient une sagesse plus efficace que les Africains d'aujourd'hui formés à l'école. Nos ancêtres respectaient rigoureusement les lois et les principes de la création des richesses. Voici ce que j'ai découvert lors de mes recherches. Les ancêtres ne tuaient jamais une chèvre avant de lui donner l'opportunité de procréer. Lorsqu'ils avaient des besoins, ils tuaient ou vendaient des boucs. Le bouc, c'est cette partie de revenu qui doit être destinée à la consommation et la chèvre, c'est cette autre partie qui doit être destinée à l'investissement. Même ceux qui étaient agriculteurs avaient le respect de ces principes. À chaque récolte, une partie était destinée à la vente et à la consommation, mais une autre partie était rigoureusement gardée pour servir de semence pour la prochaine saison. Ignorant cette sagesse, nous avons aujourd'hui un continent peuplé par des individus surdiplômés, et avec de grands titres mais souvent surendettés, d'aides de consommation. Je trouve que si aujourd'hui, nous adoptions la sagesse de la chèvre, nous pourrons renverser la situation actuelle. Troisième partie, construire puis augmenter son fonds. 1. Bien garder votre chèvre pour devenir riche. À introduction. Nous allons à présent aborder le premier pas vers la richesse financière. Cette section va vous révéler ce qu'il faut savoir et faire pour concrétiser son désir de réussir sa vie financière et de devenir riche. Sachez que tout le monde peut prospérer et devenir riche, quel que soit son âge, son niveau d'études ou les circonstances présentes dans sa vie. Comme vous, je n'avais au début rien d'autre qu'un désir de parvenir à l'autonomie financière. Aucun capital de départ pour commencer, aucune garantie d'une aide étrangère. Mais j'avais découvert un secret, celui connu par tout self-made man. Ce secret n'est rien d'autre qu'un principe fondamental qui vous amènera loin des difficultés de la pauvreté et vous ouvrira une route royale vers les richesses. Je ne parle pas ici de choses que l'on m'a relatées, mais d'une expérience vécue. En effet, ce principe fondamental a suffi en lui-même pour transformer, en moins de 7 ans, sans recours à un quelconque crédit, emprunt ou autre aide financière extérieure, un petit pauvre que j'étais en un homme d'affaires millionnaire. Mais avant tout, revenons à l'histoire de la chèvre de ma mère. Vous savez désormais que d'elle naquit un grand troupeau de chèvres, alors qu'au départ elle était seule. Quel est donc le principe qu'appliqua ma mère pour se doter de ce grand troupeau de chèvres? C'est le principe qui est à la base de la création et du maintien de tous les capitaux financiers dont disposent les nations les plus développées et les riches du monde. C'est aussi le non-respect de ce principe qui fait qu'une personne étudie pendant près de 18 ans, travaille pendant 35 ans, mais n'arrive pas à sortir du cycle de la pauvreté. L'ignorance de ce principe fait de vous un consommateur appauvrissant, c'est-à-dire qui consomme uniquement en enrichissant les autres tout en s'appauvrissant. C'est à cause de cela qu'aujourd'hui en Afrique, l'enfant d'un grand cadre, qui a étudié dans les écoles les plus prestigieuses du pays, et parfois même à l'étranger, finit par devenir employé d'un Asiatique qui n'est jamais allé aussi loin dans les études, mais respecte par culture ce principe. Je voulais vous signaler que des personnes qui ont eu la chance de lire ce livre avant, et qui ont appliqué ce même principe, sont aujourd'hui en train d'expérimenter une nouvelle vie financière. De Luanda à Brazzaville, du Canada en France, des vieux et des jeunes, ce principe a changé des vies. 2. Le premier pas vers la richesse financière, l'économie et l'épargne. En étudiant plus tard ce drame familial de mon enfance, je me souvins d'un grand principe que ma mère m'avait annoncé ce beau soir de mai autour du feu. Même si nos difficultés sont réelles, cette chèvre ne devrait pas être mangée immédiatement. Selon elle, il fallait absolument garder l'animal vivant. En revanche, ma belle-mère choisit un principe de satisfaction immédiate. Les difficultés sont énormes, mangeons cette seule chèvre, qu'importe ce qui adviendra après. Mes cousins choisirent d'amplifier la décision de notre belle-mère. Nous devons satisfaire tous nos besoins, tuons les chèvres, il y en a assez. Ce faisant, il devint plus pauvre. Garder sa chèvre, comme l'a fait ma mère, ou la tuer, à l'instar de notre belle-mère, est ce qui fait la différence entre une destinée de pauvreté et de prospérité. Il n'y a pas de miracle. Maman n'a jamais fréquenté les bancs de l'école, mais a compris, grâce à une sagesse pratique, l'un des plus grands secrets de la prospérité et de la richesse. Mon parcours vers la richesse commença le jour où j'adoptais le principe de ma mère, garder d'abord sa chèvre, ou économiser à tout prix, une partie de tout ce qu'on peut gagner, aussi insignifiant soit-elle. À l'inverse, mes proches, ma marâtre et mes cousins, choisirent de tuer immédiatement leur chèvre pour la satisfaction des besoins immédiats. Économiser ou épargner une partie de son revenu est, en matière de prospérité, une loi de cause à effet, de la même manière que action égale réaction en est une en physique. Ou encore, pour qui veut devenir riche, la loi de l'économie et de l'épargne ressemble à celle de la gravité selon laquelle tout corps, où qu'il se trouve, est attiré vers le centre de la Terre.
Pour avoir étudié le succès financier de plusieurs personnes, je suis arrivé à une conclusion frappante. Tous ceux qui sont passés de la pauvreté à la richesse ont utilisé cette loi, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, tant pour devenir riches que pour se maintenir dans ce statut. Parmi les multitudes de personnes qui ont expérimenté cette loi de l'économie et d'épargne, comme loi de cause à effet figure Benjamin Franklin. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet. Celui qui gagne tout ce qu'il peut gagner justement, et qui épargne tout ce qu'il gagne, excepté les dépenses nécessaires, ne manquera pas de devenir riche. Loi de cause à effet. George Clason, l'auteur de l'ouvrage extraordinaire intitulé L'homme le plus riche de Babylone, parle d'un certain Arcade, un homme pauvre, désirant devenir riche. Un jour, ce dernier demanda à Al-Wamish, un individu riche, le secret qu'il devrait appliquer pour devenir aisé comme lui. Al-Wamish lui répondit, si vous économisez une partie de ce que vous gagnez, pas moins que 10%, vous deviendrez riche. Le jeune Arcade fut déçu de la simplicité du secret. Après doute et hésitation, il décida tout de même de l'appliquer. Que se passa-t-il? Arcade devint l'homme le plus riche de son temps. Parfois, lorsque certains me demandent le secret qui m'a permis de réussir financièrement, je leur dis ceci, j'ai trouvé le chemin de la richesse quand j'ai décidé qu'une partie de tout ce que je gagnais devrait m'appartenir. Il en sera ainsi pour vous. Plusieurs personnes sont devenues riches dans l'histoire récente, rien qu'en appliquant ce principe de conservation de la richesse. Je vous suggère fortement de le prendre au sérieux. 3. Économiser pour construire un capital. Économiser pour construire son capital veut simplement dire garder avec soi une partie de son argent dans le but de se doter d'un patrimoine. Et cette partie n'est pas forcément conséquente, elle peut être minime. De plus, je ne parle pas ici d'épargner pour dépenser plus tard, par exemple, pour acheter des cadeaux de Noël, une voiture ou pour voyager, car ceci n'est rien d'autre qu'un achat différé. Prenons un exemple, vous disposez d'une somme de $100. Économiser implique que vous mettiez de côté au moins $10. Si, par contre, vous achetez un téléphone neuf qui coûte $100, dans ce cas, vous n'avez rien épargné. Et si, après avoir gardé les $10, vous les utilisez pour satisfaire un quelconque besoin de consommation, il faut considérer que vous avez tout dépensé. Chaque fois que je parlerai de l'économie dans la suite de ces pages, sachez que je fais uniquement allusion à l'économie destinée à augmenter son capital. Cet argent ne devrait jamais être utilisé pour toute autre chose, quelles que soient les circonstances ou les pressions. Mais est-il si simple d'économiser? Non. Quoique cela vous paraisse aisé en théorie, en pratique, économiser reste un principe très négligé, et très difficile à appliquer pour la grande majorité des hommes à travers le monde entier. En règle générale, les pauvres, qui constituent plus de 80% de la population mondiale, ont tendance à dépenser tout ce qu'ils gagnent ou davantage. C'est le cas de ma belle-mère et de mes cousins. Les riches, quant à eux, deviennent encore plus riches du fait de leur habitude à vouloir dépenser toujours moins que ce qu'ils gagnent. Lorsque je décidai d'appliquer le principe d'épargne et d'économie, très vite surgirent des difficultés que je ne pouvais imaginer avant. Je dois vous avouer que ce fut un grand combat pour y parvenir, surtout au début. Heureusement pour moi, il y avait dans mon esprit cet exploit de ma mère qui m'inspirait. Je me disais que ce n'avait été certainement pas facile pour elle de conserver sa chèvre, avec tous les besoins auxquels elle devait faire face à ce moment-là. Je décidai donc de suivre son exemple. Imaginez-vous dans les conditions de vie de ma mère à cette époque. Elle devait payer du sel, des allumettes, du pétrole pour la lampe tempête, du savon pour laver nos habits, et nos frais scolaires. Toutes ces dépenses étaient justifiées, importantes et réelles. Toutefois, elle appliqua le principe, garder la chèvre, soit, dans notre contexte d'aujourd'hui, économiser. C'était dur pour elle de nous voir manger des légumes sans sel, et porter des vêtements sales, faute d'argent, pour payer du savon. De là, j'ai compris que les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, dans notre société actuelle sont de même nature, que celles auxquelles ma mère avait fait face hier. Quoi qu'il en soit, elle parvint à conserver la chèvre. Et nous, pourquoi ne le ferions-nous pas aujourd'hui bien que nous ayons aussi plusieurs besoins urgents et pressants? Le choix est nôtre, l'avenir aussi sera nôtre. Pourquoi ai-je osé appliquer ce principe? Lorsque je découvris que conserver une partie de son argent était le principe à appliquer pour devenir riche, je fus d'abord très sceptique. Cela me paraissait trop simple pour être vrai. Je ne voyais pas, avec ma logique de l'époque, comment je pouvais devenir riche, avec un revenu aussi faible. Je trouvais cette théorie ridicule, et ne voulais même pas tenter l'expérience. Un jour, je réfléchis comme suit, je suis déjà pauvre. Si en appliquant ce principe simple, je ne deviens pas riche, je n'aurais rien perdu. Au moins, j'aurais tenté. Mais si cela marchait, cela veut dire que je pourrais devenir riche. Cette perspective de devenir riche en faisant une chose si simple me motiva beaucoup. À la même époque, je me plongeais dans l'histoire de ce fameux général cité dans la Bible, souffrant de la lèpre, qui alla voir un prophète en Israël pour le guérir de cette maladie honteuse. Il emporta avec lui beaucoup de richesses. Déçu lorsque le prophète lui demanda d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain, il voulut rentrer chez lui. Mais son serviteur lui fit savoir qu'il était plus sage d'obéir à la simplicité de ce qu'on lui demandait. Au final, il fut purifié de sa lèpre, rien qu'en se jetant 7 fois dans le Jourdain. Éclairé et fortifié par cette expérience, je résolus de faire des économies. Dieu merci. Cela marche, car tout le monde peut voir les transformations opérées dans ma vie. Vous aussi, faites de même, décidez d'abord d'économiser une partie de votre revenu et le miracle suivra. Sans cela, malgré vos jeûnes et prières, vous resterez pauvre. La première expérience d'économie, lorsque je résolus d'appliquer ce principe, surgit aussitôt une grande difficulté à laquelle je n'avais jamais pensé. À cette époque, en 2007, mon salaire était de $150 par mois. Mais en tant que religieux jésuite et professeur dans une école secondaire, je ne percevais que $15, le reste appartenant à ma communauté, comme le stipulait la règle de vie des religieux. En fait, ces $15 m'étaient octroyés, afin que je satisfasse certains besoins personnels, en dehors de la nourriture et du logis, fournis par ma communauté. C'était donc le seul revenu sur lequel je devrais compter et économiser une partie. Pour vous convaincre de toute la difficulté que j'ai rencontrée pour épargner, voici la liste de mes dépenses mensuelles courantes. Payer mes produits de toilette, mes déplacements urbains, mes sorties du week-end, et donner l'aumône à tous ceux qui croyaient à tort que les prêtres ont beaucoup d'argent, tant dans ma famille que parmi les amis et les connaissances. Avant d'avoir pris la décision de mettre de côté, je dépensais ce petit pécule dans les 15 premiers jours du mois, et devais me serrer la ceinture durant la seconde partie. Alors, économiser une part me semblait impensable. Mais comme j'étais fortement motivé à changer ma situation, je pris la décision courageuse de garder une partie de ces $15. D'après le principe découvert, je devais garder au moins 10% de cette somme, soit $1,50 chaque mois. Après toute une année de sacrifice, mon capital s'élèverait à $18. Vous pouvez vérifier ce calcul. À un moment, je voulus conserver la totalité de mon revenu, à l'instar de ma mère qui avait gardé sa chèvre tout entière.
Mais cela était impossible. Je prévis donc d'économiser une part importante, soit $10 par mois au lieu de $1,50. Ainsi, je devais espérer mettre de côté $60 en 6 mois et $120 en une année. J'étais prêt à endurer tous les sacrifices présents pour espérer un avenir meilleur, car je savais qu'avoir un capital ferait la différence. Et vous, chers lecteurs, pouvez-vous aussi vous imposer le sacrifice d'épargner, malgré vos maigres revenus d'aujourd'hui? Si vous voulez vous assurer un avenir financier heureux, n'attendez pas demain pour agir, commencez dès aujourd'hui. Décidez d'économiser. Faites ce premier pas, avec foi et Dieu fera la suite pour vous. Même si vous n'êtes qu'une femme de ménage, vous pouvez économiser 10% de ce que votre mari vous donne pour le manger. Ces économies pourront vous aider à commencer une petite affaire au lieu de rester toute la vie devant la télévision et attendre tout de son mari. Peut-être que vous n'êtes encore qu'un étudiant. Même en tant qu'étudiant, vous pouvez tout de même économiser. Le plus important ici est de cultiver cette noble habitude d'économiser, qui peut vous aider dans votre future vie professionnelle. Dès lors, si vous avez pris la grande décision de votre vie, celle d'économiser pour construire votre fonds d'investissement, vous trouverez dans la section suivante des stratégies qui vous aideront à réussir votre projet. 4. Les stratégies pour mieux économiser. Voici ce que je fis pour m'en sortir. A. Lister mes dépenses. J'énumérais les dépenses dont il fallait absolument que je m'abstinsse. Parmi elles figurait le transport pour les sorties, les loisirs avec les amis, les appels téléphoniques, etc. B. Prendre la décision de dépenser moins. Je me promis de ne sortir que très rarement et uniquement à pied, et de multiplier les moments de lecture des livres relatifs au succès. Un investissement qui me sert utilement aujourd'hui. C. Éviter toute personne ou occasion poussant à dépenser. Je coupais contact avec tout ami ou individu m'entraînant à des dépenses irraisonnées. C. Prendre l'engagement de mettre systématiquement de côté 10% des revenus. Construire mon patrimoine étant devenu mon but principal, je devais absolument garder une partie de tout ce que je gagnais pour y parvenir au début, principalement les 2 premiers mois. Respecter ces principes était pénible. Le rythme était tellement suicidaire que mes amis ne me comprenaient plus. Je perdis tout éclat de jeunesse, faute de moyens, pour prendre soin de mon apparence comme avant. Mais je savais que c'était le prix à payer pour vaincre la pauvreté et être financièrement indépendant. À force, m'en tenir à cette nouvelle discipline devint alors une habitude facile et un mode de vie. D'ailleurs, ce comportement d'économe est devenu l'un des plus grands points forts dans ma vie d'homme d'affaires. Quel que soit le besoin ou les pressions, je ne dépense jamais, tout ce que je gagne, j'en garde toujours une partie pour la mettre de côté. L'argent pouvant être comparé à la chèvre de ma mère, lorsque l'envie de dépenser m'assaille, une petite voix me dit « Garde ta chèvre, et elle finira par te tirer de la pauvreté. » Vous aussi, pensez-y. En gardant une partie de ce que vous gagnez aujourd'hui, vous vous échappez à un lendemain de misère et de honte. Heureux sont ceux qui le comprennent et l'appliquent à temps. Un couple peut-il économiser? De nos jours, du fait de la précarité des salaires, lorsque je conseille aux jeunes couples d'épargner, ils protestent, affirmant que leurs revenus ne leur permettent pas. Pour inspirer mes auditeurs, j'aime leur parler de mon expérience d'économie, lorsque je gagnais $1. Un jour, un jeune monsieur nouvellement marié me dit après une conférence lors de laquelle j'évoquais l'épargne et l'économie: « Je comprends que tu aies mis de côté, lorsque tu étais encore célibataire. Mais pour nous qui sommes mariés, comment faire de même, alors que nous devons faire face à de nombreux postes de dépenses ?» Pour lui répondre, je fus obligé de parler de mon expérience de l'épargne au début de ma vie de couple. Comme mon récit a aidé cet homme, j'ai choisi de vous la relater, afin d'aider ceux qui se trouveraient en pareille situation. À 28 ans, mon premier grand objectif était de me marier. Mais le manque d'argent était le vrai obstacle. Dieu merci. Ma femme accepta ma proposition de commencer notre vie de couple sans patrimoine conséquent. Nous disposions de $3 500 et ne travaillions pas. Notre consigne était de conserver au maximum ce pécule, à défaut de l'accroître. Nous décidâmes de ne pas louer un logement ni d'acheter de meubles. À la place, nous investissîmes cette somme dans une petite boutique dans laquelle nous devions vivre. Ensuite, nous construisîmes une petite boîte en carton sous forme d'urne d'élection. Nous y glissions chaque soir nos économies du jour. Cela ne représentait pas grand-chose au début, mais la règle comptait beaucoup pour nous. Après chaque 3 mois, nous détruisions l'urne, pour compter les voix, entendre nos économies. Nous fûmes merveilleusement surpris, car nous nous retrouvâmes avec une somme importante, alors que l'on n'y plaçait pas grand-chose journalièrement. Je compris par là le principe biblique selon lequel celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera de plus grandes. Nous étions de plus en plus motivés, car notre stratégie était payante. N'avions-nous pas des problèmes pour économiser? Loin de là. Notre entourage ne comprenait pas qu'un couple de jeunes universitaires puisse vivre dans une boutique. Ils voyaient cela d'un très mauvais œil. Cependant, cette stratégie nous permettait d'économiser sur les postes de dépenses courantes, comme le loyer, le transport de la maison à la boutique, l'équipement du logement, l'eau, le courant. Nous avions cessé toute sortie le week-end. D'ailleurs, les fins des semaines étaient des moments où nous vendions le mieux, car nos clients aimaient dépenser pour se distraire. Regardez bien autour de vous, vous verrez comment les gens apprécient de faire des achats dans les boutiques durant leurs jours de repos. Notre consigne incluait l'interdiction entre autres de nous payer tout nouvel habit, carte téléphonique ou toute chose encombrante. Je me souviens que je n'avais que 2 culottes. S'il m'arrivait de laver la première, je mettais la seconde et vice-versa. Je n'avais pas besoin de beaux habits pour vendre dans une boutique. Ma femme, totalement investie dans notre projet, n'avait que faire d'un mari bling-bling. C'est aussi à ce moment que nous perdîmes une bonne partie de nos amitiés et de nos connaissances, qui ne voulaient plus nous rendre visite. Je vécus ce que dit la Bible dans Proverbe 19, 7. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Par ailleurs, ne dit-on pas tant que tu seras heureux, tu compteras nombre d'amis, mais lorsque le temps sera nuageux, tu resteras seul. Vous avez peut-être quelques défis financiers. Sachez que vous n'êtes pas obligé de commencer votre vie de couple dans une maison située dans le quartier le plus cher de la ville, ni d'impressionner les autres avec vos meubles et appareils ménagers hors de prix, ni d'acheter une voiture dont l'entretien nécessite de dépenser l'intégralité de vos revenus. La décision est vôtre. En passant, voulez-vous savoir jusqu'où ce sacrifice d'économie nous a amené? Eh bien, sachez que j'écris cette section du livre dans une chambre d'hôtel 5 étoiles, dans une ville des plus chères au monde. Nous passons le week-end dans ce lieu avec nos familles, pour fêter les 4 ans de notre fils aîné. Oui, ceux qui sèment avec les larmes moissonnent avec chant d'allégresse, psaume 126, 5. Économiser pour son fonds est un défi. Dans une société où nous sommes incités à consommer tout le temps, économiser ou conserver une partie de notre argent constitue un défi de taille. Nous trouvons toujours des excuses pour dépenser au lieu d'épargner. Observez vos amis.
Dès qu'ils bénéficient d'une augmentation de salaire, ils achètent des habits onéreux, déménagent pour une maison dont le loyer est plus élevé, ou se paient des vacances hors de prix. Donc, plus on gagne, plus on dépense, et ce souvent pour la seule raison d'impressionner son entourage, et d'avoir l'air plus riche. Paraître aisé avant de l'être réellement, est le plus grand malheur des pauvres, car cela les pousse à faire le contraire de ce qu'il faut pour réussir financièrement. Aucun riche digne de ce nom ne dépense plus que ce qu'il gagne, même pour impressionner quelqu'un. Voilà donc une vérité. Vous pouvez être un bon chrétien qui jeûne, prie et donne les dîmes, vous ne prospérerez jamais, si vous n'appliquez pas le principe de l'épargne. Ne pas mettre de côté revient à tuer votre chèvre, et à exterminer toute sa descendance. Vous terminerez alors votre vie pauvre, honteux, et malade. J'ose croire cependant, qu'en lisant ce livre, vous vous déciderez à appliquer immédiatement le secret. Car c'est maintenant, ou jamais que vous devez prendre en main votre avenir financier. Vous pouvez économiser malgré vos maigres revenus. Si vous désirez profondément réussir financièrement, je vous prie, cher lecteur, au nom de Jésus-Christ, de cultiver l'habitude d'économiser une partie de votre argent. Dieu n'a pas d'autre moyen de vous faire prospérer tant que vous gaspillez toute bénédiction qui tombe dans vos mains. Voici une grande illusion que certains entretiennent. Ayant beaucoup de charges à assumer, je ne peux pas économiser. Si j'avais de confortables revenus, j'économiserais volontiers. Rien n'est plus faux. Si vous ne pouvez pas économiser maintenant avec peu, il vous sera plus difficile de le faire demain même en gagnant bien votre vie. En effet, d'une part, les besoins grandissent toujours à mesure que les revenus augmentent, et, d'autre part, dépenser reste une habitude plus profonde et un conditionnement intérieur. Si vous ne vous reprogrammez pas à présent, qu'importe le niveau de revenu que vous pourriez avoir, cette mauvaise programmation vous entraînera dans un cycle infernal de dépenses. Vous serez toujours tenté de recourir à toutes sortes de crédits bancaires pour satisfaire vos besoins présents et compromettre l'avenir. Vous finirez par vous endetter de plus en plus, avec la fausse illusion qu'ainsi vous deviendrez riche. En réalité, les dettes appauvrissent. L'économie peut vous éviter les faillites dans vos affaires. Je suis un homme d'affaires qui en côtoie d'autres. Ils sont souvent tendus et stressés. En parlant avec eux, je découvre très vite que, malgré le fait qu'ils ont beaucoup d'argent et de biens matériels, ils n'ont pas le plus important, la paix intérieure. À l'inverse, ils sont souvent étonnés de constater mon calme et la sérénité avec laquelle je fais face à la vie. Ils me questionnent également sur mon secret pour avoir une richesse qui augmente rapidement. Il consiste simplement à avoir toujours un solde positif en banque. Je n'ai jamais eu un quelconque crédit. La majorité d'entre eux, à l'inverse, ont contracté d'importants crédits bancaires et vivent sous la pression des banques. En fait, ils n'ont pas cultivé tôt l'habitude d'économiser et de vivre avec ce qu'ils ont. Comme un important flux d'argent passe dans leurs mains, ils commettent la grande erreur de vouloir vivre sans se priver, au lieu de se soumettre à une discipline appropriée. C'est une triste erreur que de vouloir brûler sa fortune pour satisfaire ses désirs et ses caprices. En agissant ainsi, vous deviendrez plus pauvre et plus misérable. Même si les banques m'accorderaient sans problème des crédits pour des montants importants, je me suis toujours refusé à m'engager dans une telle démarche, préférant travailler avec mes moyens financiers disponibles. Cette stratégie présente beaucoup d'avantages sur plusieurs points de vue. Elle nous apprend notamment à être réalistes et disciplinés. L'économie à la base comme au sommet. Beaucoup de personnes considérant cette stratégie comme difficile, je vais partager avec vous la manière dont mon épouse et moi gérons nos vies personnelles et professionnelles, espérant que cela puisse aussi vous aider. D'abord, un petit incident. Un jour, la femme d'un ami nous fit part de son étonnement sur le fait que nous continuions à économiser. Elle pensait qu'en gagnant beaucoup d'argent, il n'était plus utile d'économiser. Ma femme lui expliqua que plus on devient riche, plus on économise, non seulement pour se maintenir, mais aussi pour progresser. Je lui relatai l'histoire de la chèvre de ma mère et conclus en déclarant qu'on disposait enfin d'un troupeau de chèvres, et que l'on mangeait de la viande de temps en temps. En effet, même en possédant beaucoup de chèvres, maman continuait à en conserver plus qu'elle n'en tuait, de peur que nous subissions le même drame, qui avait touché nos cousins qui avaient choisi d'exterminer tout leur troupeau. C'est la même logique que nous appliquons dans nos affaires. D'abord, nous distinguons très clairement notre vie personnelle de celle professionnelle. Même si nous travaillons pour notre compte, nous avons un salaire fixe, comme tout employé. Nous dépendons uniquement de ce salaire pour nos besoins personnels. De nombreux chefs d'entreprise, au contraire, n'ont qu'une seule caisse pour leurs affaires et leur famille. Si vous procédez de la sorte, votre avenir financier peut être gravement mis en danger. Mon salaire n'est pas le plus élevé de la société dont je suis le patron. La personne la mieux payée gagnait à un moment 5 000 $, et moi environ 2 500 $, soit la moitié. Cela étonne les personnes au courant. Comment un employé peut-il gagner plus que son patron? C'est simple. Mon domaine de compétence est l'administratif. Or, tout le vrai travail repose sur la production, donc la tâche technique. Le directeur technique est ainsi plus responsable de la bonne marche de l'entreprise que moi. Étant un spécialiste en la matière, il a exigé un salaire plus important, et comme j'aime travailler avec de bons professionnels, j'ai accepté ses exigences. Quant à mon épouse, elle a toujours exercé dans la société comme directrice adjointe chargée des finances et de la logistique. Effectuant bien son travail, elle touchait à un moment un salaire de 2 000 $. Nous nous limitons à nos 2 salaires pour organiser notre vie familiale et couvrir tous nos besoins en termes de logement, nourriture, bien-être et soins divers. Pour certains, ces 2 salaires réunis représentent beaucoup d'argent. En réalité, si l'on prend en compte les prix des produits de consommation, cette somme est très restreinte. Il faut beaucoup de discipline et de rigueur pour vivre avec. Voici donc comment nous avions décidé de nous organiser. Mon salaire étant de 2 500 $ et celui de madame de 2 000 $, nous disposions d'un revenu mensuel total de 4 500 $. Je consacrais l'intégralité de mon salaire et madame 1 000 $ à notre foyer, soit 3 500 $. Les 1 000 $ restants de madame représentaient son argent de poche, avec lequel elle se procurait ce qu'elle voulait sans recourir à la caisse de la famille. Nous répartissions les 3 500 $ de la manière suivante. Dîmes plus aumône, 11,4%, 400 $. Épargne pour le futur 10%, 350 $. Prise en charge des parents, aide à la famille, aux proches, aux démunis 14,3%, 500 $. Dépenses de la famille, loyer, nourriture etc. 57,14%, 2 000 $. Épargne pour imprévus divers 7,14%, 250 $. Total, 3 500 $ 100%. Nous devions donc nous en tenir à cette discipline et ne jamais dépenser plus que notre revenu. Remarquez 3 choses. Premièrement, la répartition des dépenses. Comment pourrais-je donner à ceux qui me demandent des fonds pour régler leurs problèmes, même si ces derniers sont réels et justifiés? C'est la raison pour laquelle, lorsque des gens me demandent de l'argent, ma réponse est souvent négative. Généralement, ils me rétorquent, déçu. Comment oses-tu dire non, alors que tu as plein d'argent?
Lorsque l'on distingue ses dépenses personnelles et professionnelles, on ne peut plus commettre l'erreur de puiser dans sa caisse d'affaires pour ses besoins de tous les jours. De plus, aucun riche ne peut dépenser sans compter. Deuxièmement, l'absence des postes voitures et communication. Pourquoi? Nous utilisons les véhicules de la société. En tant que cadre, chacun de nous a droit à un moyen de transport pris en charge par l'entreprise. De même, un montant nous est octroyé pour les communications et le carburant. Enfin, troisièmement, l'économie d'au moins 10% de notre salaire pour faire grandir notre richesse. Nous avons le souci d'appliquer le principe de l'épargne, indispensable pour qui veut devenir et demeurer riche. Les vies personnelles et professionnelles étant clairement séparées, personne ne doit recourir à la caisse de l'entreprise pour ses besoins privés. Cela est très important. En Afrique, on pense à tort que l'argent de votre société vous appartient, que vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, et quand vous le voulez. Cette pratique est un péché. Vous risquez de finir dans la pauvreté et la misère. Les demandes et sollicitations. Un jour, une connaissance souhaitait que je lui emprunte 1000 $ pour un problème urgent auquel elle devait faire face. Je lui dis que j'étais désolé, mais que ce n'était pas possible. Elle me répliqua que je n'avais qu'à piocher dans mon compte professionnel. Je lui répondis ceci: mes affaires, c'est comme votre entreprise où vous travaillez, elle était employée dans une société commerciale. Votre compagnie ne peut pas vous prêter une telle somme bien que vous soyez son fidèle ouvrier. Comment voulez-vous que la mienne puisse le faire pour vous? C'est insensé. Très souvent, ceux qui travaillent pour leur propre compte sont pris dans ce genre de piège par leurs proches salariés, qui exigent d'eux qu'ils empruntent tout le temps, et sans aucune planification à l'entreprise, alors que leur entreprise ne fait pas cela pour eux. Si vous voulez réussir dans vos affaires, ne faites jamais une telle erreur, refusez toujours ce genre de sollicitation sentimentale. Bien que je sois le propriétaire de la société, je me refuse à prendre ne serait-ce qu'un dollar dans la caisse, pour résoudre un problème qui n'est en rien professionnel. L'argent de la compagnie doit servir à l'atteinte des objectifs de cette dernière, et à son bon fonctionnement. L'économie dans les revenus des affaires. Si vous avez des affaires, ou rêvez d'en avoir, cette section vous montrera comment gérer au mieux les revenus y découlant. À la fin de chaque année, après déduction de toutes sortes de charges légales, nous disposons du gain réalisé dans l'exercice annuel. Ce gain est utilisé selon un plan bien défini. 1. Dîme 10%. 2. Offrande et assistance aux pauvres, démunis 5%. 3. Augmentation du capital des projets existants 20%. 4. Création d'un capital pour les nouveaux projets 50%. 5. Pour le compte famille, biens immobiliers, voyages, confort, formation 10%. 6. Pour les imprévus divers 5%. Remarquez bien ceci, au moins 70% de nos gains sont réinvestis, en vue de produire de la richesse dans le futur. C'est la raison pour laquelle, chaque année, nous investissons pour de nouveaux projets et sécurisons les investissements existants en augmentant leur capital. Ainsi, lorsqu'un imprévu vient perturber notre budget annuel, nous ne recourons pas à un crédit bancaire, comme nombreux le font, nous puisons dans le capital du projet. Par exemple, un groupe électrogène de secours, indispensable pour nous, tombe en panne avant le temps prévu de son amortissement. Notre capital du projet doit servir à faire face à cette urgence. Les pauvres travaillent dur, pour gagner leur argent, et le dépensent intégralement. Les riches, quant à eux, travaillent dur pour l'argent, mais pour un temps. Ils l'investissent par la suite, pour qu'ils travaillent pour eux. Les autres dépensent. Nous ne pouvons débourser qu'au maximum 10% de nos gains pour le quotidien de la famille, c'est-à-dire pour les biens divers. Cette rubrique fait penser à ces chèvres que l'on pouvait manger de temps en temps sans craindre d'exterminer notre troupeau. Même si beaucoup considèrent leur maison, leur voiture, leur piscine ou leurs meubles comme des richesses, en tant qu'homme d'affaires, je pense qu'ils ne représentent pas un actif, mais une dépense. Ce sont des choses qui engendrent des dépenses et qui n'augmentent pas vos revenus. C'est l'une des grandes leçons que j'ai apprises du grand Robert Kiyosaki, l'auteur du livre à succès Père riche, Père pauvre. En passant, si vous n'avez jamais lu cet ouvrage, je vous encourage à le faire, vous gagnerez beaucoup en termes d'intelligence financière. Si vous étudiez cette organisation financière et ce mode de vie, vous découvrirez que le vrai secret de nos progrès se trouve dans une bonne gestion de nos revenus. Dieu ne nous donne peut-être pas beaucoup plus d'argent qu'à notre voisin, cependant, notre sagesse nous aide à bien conserver ce qu'il nous octroie et à mieux le faire fructifier. Même si mon épouse et moi gagnons beaucoup d'argent, nous basons notre vie financière sur le principe de la conservation de la chèvre de ma mère ou principe de l'épargne et de l'économie. Beaucoup d'hommes d'affaires africains n'ont pas de salaire fixe. Ils puisent constamment dans la caisse de l'affaire et c'est la raison pour laquelle la majorité d'entre eux tombent en faillite. Ce principe fonctionne dans tous les domaines. Pour mieux expliquer ce principe, je vous donne l'exemple d'un pasteur qui rencontrait beaucoup de problèmes financiers avec son église. En parlant avec lui, je découvris qu'il n'avait aucune comptabilité organisée. L'église était fréquentée par de nombreux pauvres qui le sollicitaient pour une aide financière. Comme il n'osait pas refuser, la majeure partie des revenus de la maison de Dieu était dilapidée. En conséquence, cette dernière était à court d'argent et ne croissait pas. J'expliquais à cet homme que sa mission était de prêcher aux pauvres la bonne nouvelle, qui libère de la misère, et non de jouer à l'assistante sociale. Toutefois, parce qu'il convient de venir en aide aux pauvres, un pourcentage des recettes de l'église devant servir à cet effet fut fixé. Lorsque ce compte était à plat, une offrande spéciale devrait être organisée. Il était interdit de recourir à d'autres comptes de l'église. Après moins d'une année d'application de la règle, le lieu, grâce à sa nouvelle organisation financière, prospéra beaucoup, au point qu'elle ouvrit des succursales dans la ville. Certes, nous devons avoir une compassion envers les pauvres, mais devons éviter qu'ils deviennent une porte par laquelle Satan fait stagner nos œuvres. D'ailleurs, beaucoup de pauvres autour de nous sont en grande majorité des ambianceurs, qui ne pouvaient rien économiser à la belle époque. Un pasteur qui apprécia mon travail, décida de distribuer mes livres aux pauvres de son église qui savaient lire, afin qu'ils prissent connaissance des secrets de la prospérité. Celui qui est devenu riche en partant de rien, a fait bon usage de ce principe. Benjamin Franklin, dont le visage figure sur les billets de 100 $, devint riche grâce au principe de l'épargne. À 42 ans, il était suffisamment aisé pour se retirer des affaires et servir son pays. Ce fut ce secret qui permit aussi à Henry Ford, le constructeur de voitures, de devenir l'homme le plus puissant de son temps. En l'appliquant, vous deviendrez riche, et vous maintiendrez dans ce statut. Savoir conserver son argent est un grand atout pour celui qui veut vivre loin de la pauvreté. Sans cette habitude d'épargne et d'économie, vous ne pouvez espérer devenir aisé. Aujourd'hui, la grande majorité cherche des fonds pour commencer dans les affaires. On me dit souvent, si j'avais 5000 $, je pourrais me lancer dans telle affaire et ainsi devenir riche. Malheureusement, ils ne savent rien de l'économie grâce à laquelle ils peuvent constituer un capital au lieu d'espérer indéfiniment une aide étrangère.
Je suis d'avis, avec mon ami Philippe Simo, d'investir au pays qui affirme que l'entrepreneuriat, c'est la solution pour sortir l'Afrique de sa situation actuelle. Son livre L'urgence d'entreprendre, que je vous conseille de lire, peut vous aider à comprendre pourquoi il faut penser investissement. L'argent sans intelligence peut vite disparaître. Je vais vous raconter une triste histoire qui peut vous servir de leçon. Il concerne le capital pour se lancer dans les affaires sans habileté à le gérer et à le faire fructifier. Un de mes amis, qui se trouvait en Europe, admirant ma percée dans les affaires, décida de se lancer. Selon lui, il suffisait d'avoir les fonds pour accomplir un tel exploit. Je lui expliquais que la formation était plus importante, mais il ne m'écoutait pas. Souhaitant l'aider, j'avais prévu de le coacher au monde des affaires pendant 2 ans, puis de lui remettre $6 500 pour commencer son affaire. Il accepta ma proposition lors de son arrivée de l'Europe. Après seulement 3 mois, il décida de ne plus suivre le programme, et exigea que je lui versasse de l'argent, car, selon ses dires, c'était tout ce dont il avait besoin pour se lancer. Devant son insistance, je cédai à ses pressions. Après avoir reçu cette somme, il se passa de mes conseils, et se lança dans une affaire non bien étudiée. Résultat, il fut escroqué, et perdit ce capital moins d'une semaine après. $6 500, me direz-vous peut-être, ce n'est pas une fortune. Mais à cette période, d'autant plus pour un couple qui avait passé 3 ans à dormir par terre dans une boutique, pour épargner ce montant, l'équivalent de 65 chèvres de ma mère, c'était beaucoup d'argent. Depuis cet incident, soit 4 années, cet ami n'a jamais été capable de réunir une pareille somme, malgré toutes ses tentatives de s'enrichir. À mon avis, son vrai problème, et celui de la grande majorité des individus, c'est qu'ils mettent trop d'efforts et de temps à chercher l'argent plutôt qu'à se former. Dans mon parcours d'aide financière auprès de mes connaissances, j'ai vécu encore plusieurs déceptions de ce genre. Dès lors, j'ai compris que la meilleure manière d'aider les autres à réussir, c'est de leur enseigner la manière de capitaliser, et non de leur donner l'argent qu'ils vont perdre aussi vite qu'ils l'ont obtenu. Ainsi, je dispense des cours, des conférences, des coachings aux autres, afin de développer leurs habiletés en matière d'argent, surtout celle d'économiser et d'épargner. Cette nouvelle stratégie s'est révélée très efficace, et beaucoup font de réels progrès. Mon avis sur l'économie ou le principe de garder la chèvre de ma mère. Vous souhaitez changer votre avenir financier et parvenir à l'autonomie financière? Vous désirez devenir riche un jour? C'est possible. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des loges, ou chez les féticheurs. Cultivez juste l'habitude de conserver au moins 10% de tout ce que vous gagnez. Avant de dépenser, évaluez votre argent en termes de chèvres, vous serez ainsi mieux éclairé, et prendrez la meilleure décision. Si les chèvres ne vous évoquent rien, alors évaluez votre argent en termes de nombre d'heures qu'il vous a fallu travailler pour l'obtenir. Par exemple, si vous gagnez $900 par mois comme salaire, sachez qu'une dépense de $30 pour assister à un concert, entrer dans une boîte de nuit, ou vous acheter un nouveau pantalon équivaut à une journée entière de travail pour vous. Peut-on vraiment gaspiller un jour de dur labeur pour un plaisir de 30 minutes? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec le fruit de votre front, mais pensez parfois à votre avenir, à celui de votre famille et de vos affaires. Si vous choisissez, comme je l'ai fait, de renoncer au plaisir présent pour économiser systématiquement une partie de votre argent, vous aurez de fortes chances de devenir riche et de jouir de plaisirs beaucoup plus intenses à l'avenir. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de voyager aux 4 coins du monde, d'assister aux finales de la Ligue des Champions, de rouler dans de belles voitures américaines et d'offrir une vie confortable à ma famille, grâce à cette petite période de sacrifice. Dieu ne m'aime pas plus que vous, j'ai juste appliqué cette loi. À celui qui a, on ajoutera, à celui qui n'a rien, on retranchera même le peu qu'il devrait avoir. Si vous économisez, alors Dieu vous donnera plus. En imaginant les avantages que vous tirerez à la longue en économisant, vous aurez le courage de faire un effort. Vous perdez beaucoup trop en choisissant la jouissance immédiate au profit d'un équilibre à long terme. N'oubliez pas que notre vraie vie se vivra dans le futur. Le passé est déjà passé, et le présent passe aujourd'hui même. Action à faire, notez toutes les dépenses journalières, hebdomadaires et mensuelles, et faites la somme à la fin d'une année. Vous saurez exactement combien d'argent vous dépensez. Décidez d'économiser au moins 10% de tout ce que vous gagnez, et ne dépensez jamais cet argent, quel que soit le problème. Faites la somme de ces économies à la fin de chaque mois et de chaque année. Méditez sur ces phrases, la richesse, comme l'arbre, pousse à partir d'une graine. Le premier billet que vous épargnez est la graine qui fera pousser l'arbre de la richesse, de même que l'océan est formé d'une multitude des ruisseaux qui s'y versent, la fortune est de petites épargnes bien accumulées au fil des temps. Le gain est passager, mais la dépense est continuelle et exponentielle. Même après votre mort physique, il faudra dépenser pour vous enterrer. Pensez-y. 4e partie, développer l'art de maîtriser les dépenses. Développer l'art de maîtriser les dépenses. L'une des raisons qui me donne le droit d'écrire ce livre sur la richesse est mon ancien statut de pauvre. Et l'un des conseils que je prodigue aux autres est celui-ci. Il vaut mieux vivre pauvre que de chercher à être riche sans y être préparé. Quand je parle de préparation, je fais référence à votre habileté à vivre avec l'argent sans le perdre. Pourquoi? Vous trouverez la réponse dans cette section du livre. Dans la section précédente, nous avons évoqué l'incontournable principe de l'économie et de l'épargne pour parvenir à l'autonomie financière et à la richesse. Un principe qu'avait appliqué ma mère en conservant sa chèvre de laquelle naquit un troupeau. C'est contre ce même principe qu'agirent ma belle-mère et mes cousins en tuant leurs chèvres, ne lui donnant pas la possibilité de se multiplier. C'est ce principe que je découvris et grâce auquel je passais, de manière spectaculaire, de la pauvreté à la richesse. Logiquement, je devrais passer au point suivant, concernant la manière de faire fructifier son argent. Mais pour ne pas laisser mes lecteurs face à une difficulté de taille, dans la pratique de ce principe, il m'a semblé d'une grande importance d'inclure cette section transitoire. Si vous estimez ne pas avoir de difficulté pour épargner et garder vos économies, passez directement à la section suivante. Sinon, lisez attentivement cette section, elle vous aidera à développer l'art de maîtriser les dépenses. Elle s'adresse essentiellement à nos lecteurs africains, qui subissent certaines pressions sociales et culturelles, qui ne favorisent pas la pratique de l'épargne. 1. La tradition peut être un obstacle. Une vieille tradition africaine veut que l'intérêt de la communauté passe au-dessus de celui de l'individu. Je n'ai rien contre. Ce n'est d'ailleurs pas à moi de juger si elle est bonne ou mauvaise. Je voudrais seulement détailler une des difficultés qu'elle engendre dans la vie moderne. Cette difficulté surgit indubitablement lorsqu'il s'agit d'oser économiser. Car, selon la compréhension de beaucoup et cette tradition, celui qui a réussi doit subvenir à tous les besoins de sa famille, de son clan, de sa tribu, etc. Cela encourage la paresse. Certaines personnes, même à l'âge adulte, négligeant leurs propres responsabilités et devoirs, pour attendre l'assistance des autres. Il est très difficile d'économiser en pareille situation, d'autant plus que le besoin de chacun est très important. Finalement, tout le monde vivra et mourra pauvre. 2.
Cas d'un deuil. L'an passé, un parent proche a perdu son fils aîné dans un accident de circulation. Ce parent est un fonctionnaire d'État, un officier supérieur de l'armée. Il vivait dans la capitale. En Afrique, ces cadres sont généralement considérés comme des riches à capacité financière illimitée. En réalité, cela est faux, leurs revenus sont limités. Ce parent a toujours rencontré des problèmes avec son clan. Vous connaissez peut-être des cas du genre. Lorsque la nouvelle du deuil parvint au village, presque tous les membres du clan souhaitaient participer à l'enterrement du garçon en ville, à une distance d'une journée de route. Mais qui devait prendre tout ce monde en charge pour le voyage et la restauration? Le père venant de perdre son enfant. Il fit savoir aux gens du village que tous ceux qui voudraient venir devraient prévoir au moins $200 pour son transport aller-retour. Les gens du village prirent cela comme une offense. Nous voulons venir pour le deuil, et non pour prendre les richesses d'un tel, dirent-ils. Le jour des funérailles, seule une délégation